Bonjour. Donc effectivement, je suis à La Réunion, je suis Elisabeth Alfaro, membre du bureau national dans le secteur des personnels et aussi secrétaire académique. Donc, comme vous vient de vous le présenter, Brigitte, l'objectif de ce webinaire, c'est dans un premier temps de comprendre en fait nos conditions de travail et comment on en arrive là. On va vous donner certains éléments d'analyse. Et puis ensuite, dans une deuxième partie de la journée, pouvoir aussi travailler dessus et voir quels sont les leviers et les outils à notre disposition. Mathilde, je n'ai plus le diapo. Oui, donc j'avais coupé le diapo pour que dans la salle, les collègues puissent voir qui parlait. Ah, ok. Je remets le diapo. Ah oui. Donc, voilà, tout au long de ce webinaire, l'objectif, c'est qu'on puisse tous en ressortir un peu renforcés, qu'on puisse renforcer notre posture d'actrice et d'acteur et qu'on puisse tous avoir en tête des leviers d'action, en fait, que ce soit individuel ou collectif avec le SNICS pour pouvoir améliorer nos conditions de travail. Donc, cette première partie, elle va vous être présentée par Mathilde, Brigitte et puis moi-même. Donc, la première partie, pour pouvoir donc comprendre les conditions de travail dans lesquelles on exerce, on a pris le parti de davantage développer trois points, trois aspects, qui sont l'impact genré, donc le travail des femmes sous contrainte qui vous sera présenté par Mathilde, le travail et la santé des infirmières et l'éducation nationale à l'épreuve du nouveau management public. Donc, c'est moi qui vais vous l'exposer. Et puis, l'impact de la loi sur la nouvelle transformation de la fonction publique, c'est Brigitte qui va aussi vous expliquer l'impact de cette loi sur nos conditions de travail actuelles. Donc, l'impact genré donc sur le travail des femmes, les contraintes. En fait, il faut savoir que l'impact genré, il existe depuis qu'on est femme toute petite et ça fait plusieurs centaines d'années, on va dire, que cet impact, il joue sur nos conditions de travail. Bon, je vais vous faire un petit historique vite fait parce qu'on n'a pas tout à fait le temps, mais il faut savoir donc que les femmes ont toujours travaillé, mais qu'elles n'étaient pas considérées comme des professionnelles. C'est-à-dire que seulement depuis les années 60, les femmes travaillent, sont rémunérées et sont considérées comme exerçant des professions. Et depuis les années 60, il y a une forte explosion des femmes au travail. Mais donc, elle travaille maintenant dans de plus nombreux métiers, même si ça reste concentré quand même dans un nombre restreint de professions, contrairement aux hommes qui travaillent dans une plus grande diversité de professions. Il faut savoir aussi que depuis qu'on est toute petite, on est cantonné déjà dans la cour de récréation à des lieux restreints, à des espaces restreints, contrairement aux garçons qui, eux, Monsieur, ont une grande bonjour. surface. Je on a bienvenue aux gens qui viennent Ah, de nous si quelqu'un peut rejoindre. plus Regardez pour couper qui son avant. micro. Donc, contrairement aux garçons qui, eux, ont une grande partie de la cour de récréation, si vous observez dans vos établissements scolaires, dans les collèges, les écoles primaires, vous verrez la répartition des filles et des garçons dans les jeux. Et ça a déjà un impact sur comment les femmes vont évoluer dans leur profession, dans le travail. Euh, et donc, cet impact, il va être que les femmes déjà vont choisir des métiers plus relationnels dans l'éducation, dans le soin. Et ces métiers qui auparavant étaient entre guillemets déjà effectués par des femmes, mais qui n'étaient bien souvent pas rémunérés, eh bien, ils n'ont pas été pris en compte lors des salaires, lors de la professionnalisation. Donc, c'est quelque chose qui date d'il y a de nombreuses années. Euh, les, les écarts de salaire, en fait, les métiers féminisés, donc comme là c'est noté, ça a été étudié donc par plusieurs sociologues, dont je vous ai noté notamment Margaret Marouani,
Daniel, excusez-moi, Kergoat, excusez-moi, c'est un peu dur à prononcer, et Sophie Pochik. Donc, nous sommes partis de ces trois sociologues pour vous exposer un petit peu ce qui se passe pour les professions fortement féminisées. Et notamment, donc le travail des femmes a été souvent invisible, puisqu'il repose sur des dispositions qui ont été socialement construites. Donc, on voit que l'assignation genrée, elle a conduit à une double contrainte. Les femmes sont attendues à la fois performantes et dévouées, mais sans reconnaissance équivalente. Et plus un métier est féminisé, plus sa valeur économique tend à diminuer. Effectivement, les écarts de salaire sont actuellement en France entre les hommes et les femmes toujours à 22% d'écart de salaire. Et il est encore beaucoup plus marqué entre les métiers féminisés et les métiers plus masculins. Alors que pour un niveau de responsabilité équivalent, on va voir qu'une femme sera moins payée, mais y compris dans des métiers où auparavant il y avait principalement des hommes et où les femmes arrivent, les femmes sont quand même moins payées. Je pense par exemple dans la médecine, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent en médecine, mais ce sont toujours les hommes qui gardent les spécialités qui sont le mieux rémunérées. Les femmes qui sont médecins généralistes, pédiatres, sont toujours moins rémunérées que dans les autres spécialités. Donc, il y a également un manque de reconnaissance des professions féminisées. Les compétences relationnelles telles que l'empathie, l'écoute, la gestion des émotions, ils sont souvent minimisées ou considérés comme naturels. C'est normal qu'une femme soit dévouée, mais les salaires, ça justifie du coup que les salaires soient implicitement plus bas. C'est pas considéré comme quelque chose de professionnel, ça reste inné, donc il n'y a pas de raison. Les compétences ne sont pas mises en valeur, l'aspect professionnel n'est pas mis en valeur. On voit que, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Donc, il y a différents effets en fait qui font que les salaires des femmes restent inférieurs aux salaires des hommes. Il y a l'effet à la fois secteur et l'effet parcours, ça se décrit par Sophie Pochik. L'effet carrière, c'est-à-dire que les métiers féminisés ont des carrières qui sont plafonnées, il n'y a pas d'évolution. On vous l'a bien vu tout à l'heure dans le questionnaire, hein, vous avez dit que notre évolution de carrière ne nous convenait pas. Effectivement, si on regarde notre grille salariale, sur l'ensemble de notre carrière, il y a très peu d'évolution. Et au-delà de notre profession, on a du mal d'évoluer au sein du ministère de l'Éducation nationale. Par exemple, les CPE, les enseignants peuvent passer le concours de chef d'établissement. Une infirmière va être coincée parce que notre grille salariale, notre indice supérieur est inférieur à 1000. Et pour pouvoir être chef d'établissement, il faut un indice supérieur à 1000 pour pouvoir être admissible au concours. Donc ça, c'est quelque chose, quand on a changé les grilles en 2012, quand on est passé, non, pardon, pas 2012, 2022, quand on est passé en 2 grades, ça a été sollicité à la DGRH, à la Direction générale des ressources humaines, pour que notre grille dépasse les 1000 pour permettre aux infirmières d'avoir la possibilité de passer les concours de chef d'établissement. Mais ça nous a été refusé. Et il y a également l'effet secteur du fait des métiers qui sont plus féminins et qui du coup nous empêchent, limitent notre carrière. Il faut savoir que même dans les métiers où il y a des hommes et des femmes, donc on le voit notamment par exemple chez les infirmières, la mixité, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a égalité. Donc, pas forcément égalité de traitement, pas forcément égalité dans les conditions de travail. Le même métier est rarement exercé dans les mêmes conditions de travail, de rémunération et de promotion, selon qu'il l'est par un homme ou par une femme. Ça, c'est Daniel Kergoat qui le dit. Et puis, il existe également ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est un obstacle invisible, mais qui est réel et qui empêche les femmes, et parfois aussi d'autres groupes minoritaires, d'accéder aux postes de haute responsabilité dans les entreprises ou les institutions.
On voit que les grands chefs d'entreprise du CAC 40, par exemple, ce sont principalement des hommes vieux et blancs. Et l'escalator de verre, là, qui par contre va favoriser les hommes qui sont en minorité dans les métiers féminisés. On peut le voir dans notre profession. Comme vous le voyez sur le schéma qui est ici, les infirmières en 2023, les infirmiers qui étaient promouvables à leur classe étaient 3,92%. Les infirmières femmes promouvables, promouvables à leur classe, 96,07%. Par contre, il y a quand même eu 4,15% d'hommes promus contre 95,8% de femmes promues. Donc, on voit bien, si vous regardez les schémas, que l'égalité n'est pas respectée. Il n'y a pas équité de traitement. On devrait avoir un niveau égal homme-femme. Et tout ça, en fait, ce manque de reconnaissance, ces effets de salaire qui sont bas, qui n'évoluent pas, ça provoque du coup un sentiment de ne pas être reconnu correctement. Et les métiers féminisés, souvent, on en oublie la pénibilité au travail. Comme je vous disais tout à l'heure, ça paraît naturel qu'on soit à l'écoute, qu'on soit bienveillante envers les autres, qu'on soigne les autres, qu'on prenne soin des autres. Mais ça, c'est également équivalent dans les familles. Quand on est maman, quand on est mariée, on fait aussi tout ça. Les femmes sont à la fois prennent soin des membres de la famille, prennent soin des gens sur leur lieu de travail, et ce qui fait une charge mentale qui augmente et ce qui entraîne une surcharge générale. Et donc là, moi, j'ai parlé plus de la pénibilité qui est souvent réduite au physique, mais qui est invisibilisée en fait, qui invisibilise tous les métiers du soin et du care. Il faut savoir que jusqu'à 2009, il y avait très peu d'indicateurs genrés entre les métiers féminins et les métiers masculins, entre femmes et hommes, par rapport aux maladies professionnelles, par rapport à ce qui pouvait provoquer de la pénibilité chez les femmes dans les métiers féminins. Et depuis qu'il y a ces indicateurs et depuis en quelques années, on a vu qu'il y avait une augmentation de plus de 150% des maladies professionnelles chez les femmes contre seulement 70% pour les hommes. À savoir quand même que les maladies professionnelles sont réparties entre hommes et femmes à 50%. C'est relativement réparti, mais l'augmentation était beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes. Donc, les métiers féminisés reposent principalement sur le relationnel, l'affectif, l'émotionnel. Et c'était pas donc non mesuré par les indicateurs classiques de pénibilité. Donc, comme on vous le dit là depuis le début de la matinée, les infirmières sont confrontées largement par cette forme par cette forme de pénibilité largement invisibilisée par la charge émotionnelle, la charge mentale, la gestion de la détresse psychique. Effectivement, tous les jours, on reçoit des élèves qui vont pas bien et c'est notre quotidien. Par la gestion des violences et du harcèlement, comme on l'a vu dans les réponses aux questionnaires précédemment, un nombre important, 40%, subissent de la violence dans leur travail, un stress organisationnel, parce que on a envie de faire notre travail correctement, d'avoir un travail de qualité, d'être content de ce qu'on a réussi à faire dans la journée, et malheureusement, en raison du sous-effectif, des injonctions qui se rajoutent les unes aux autres, on n'arrive plus à faire ce travail de qualité, de bonne qualité, et ce qui entraîne un stress organisationnel. Et puis, on constate également qu'en Europe, 30% des femmes subissent du harcèlement sexuel.
Et donc, tout ce qui n'est pas mesuré n'existe pas, donc n'est pas indemnisé. Donc, tout ce qui... cette pénibilité émotionnelle, cette charge mentale, comme elle n'était pas mesurée et qu'elle a du mal encore à être mesurée, eh bien, elle n'est pas prise en compte, elle n'est pas indemnisée. Danielle Kergoat, elle dit « Les femmes sont concentrées dans les emplois liés au care, à l'exécution et au soutien. » Et oui, les femmes, en plus, elles sont sous la coupe des hommes, bien souvent. On leur laisse très peu de liberté dans leur travail, dans leurs actions. Et on le voit de plus en plus à l'Éducation nationale, avec tous ces protocoles qui sont mis en œuvre. Vous devez faire ça, 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 dans tel ordre. Et on ne laisse plus notre autonomie, l'autonomie qu'on pouvait avoir avant, à cause de tous ces références et protocoles qui arrivent au fur et à mesure du temps. Donc tout ça, bien sûr, c'est des choses qu'on dénonce. Voilà. Et donc, ce qui entraîne des répercussions donc, chez les infirmières. Attends. Excusez-moi. Donc ça fait une pression morale en plus de toujours répondre aux besoins des autres. En tant que femme, on se sent obligé de répondre à toutes les sollicitations qu'on reçoit. On verra souvent, bien souvent, on n'ose pas dire non. On se met une auto-limitation de dire non, de revendiquer ou de poser des limites parce que c'est perçu comme un manquement à notre rôle de soignant. On nous dit non, mais tu es infirmière quand même, tu devrais dire oui à tout. Un personnel qui se blesse, même si on est en train de faire un entretien avec un élève, c'est une urgence, il faut tout de suite qu'on aille voir ce personnel et ce ne sera pas entendu si on décale la réponse, par exemple. Alors que bien souvent, c'est des choses où on peut décaler, ce n'est pas une urgence vitale les 3/4 du temps. Mais ça, c'est toujours très compliqué pour les femmes. Une charge émotionnelle, la gestion de la souffrance et de la détresse. Et puis, souvent aussi, on n'ose pas quitter notre établissement scolaire pour participer à des réunions d'information syndicale, des formations syndicales, parce qu'on a toujours ce dilemme de laisser des personnes vulnérables. Et ça fait vraiment partie de notre profession d'infirmière. Ça a été décrit aussi sociologiquement hein, que les infirmières ont du mal, les infirmières, les assistantes sociales, tous les métiers qui prennent soin des autres, même les enseignants, à quitter l'établissement, à quitter cette population dite vulnérable pour pouvoir au contraire se former et avoir une assise sur notre travail. Et donc ces sociologues, elles mettent bien en avant qu'il est très important que les femmes connaissent leurs droits et l'importance aussi de la syndicalisation. Donc, il faut savoir qu'en France, le taux de syndicalisation est assez faible, seulement 10%. Et chez les femmes, encore moins, on est beaucoup moins syndiqués. Et pourtant, au Québec, par exemple, en 1996, il y a eu une grosse mobilisation des femmes pour permettre l'équité salariale. Et ça leur a permis d'obtenir une diminution de l'écart salarial de 16 à 10%. D'où l'importance de tous se mobiliser, de faire du collectif pour pouvoir améliorer nos conditions de travail, améliorer nos salaires et avoir une meilleure reconnaissance de nos compétences. Et maintenant, on va passer le relais à Elisabeth à La Réunion. Donc, le deuxième point qu'on voulait développer pour comprendre un petit peu dans quelles conditions de travail, avec quelles conditions de travail on exerce, c'est l'impact du nouveau management public. Donc, qu'est-ce que c'est que ce nouveau management public? C'est une gestion des administrations publiques, une nouvelle gestion des administrations publiques qui est apparue à partir des années 1980, qui nous vient du privé. Et le but, c'est de rendre l'action publique plus efficace, plus performante et moins coûteuse. Donc, si ces objectifs-là sont plutôt glorieux, on va dire, si rendre le service public performant, ce sont des beaux objectifs et qu'on souhaiterait tous atteindre,
Le problème, c'est que dans la réalité, toutes les techniques utilisées posent des objectifs inatteignables avec des indicateurs très souvent déconnectés de notre réalité, qui ne prennent pas en compte ni les besoins des usagers, ni les besoins des professionnels que nous sommes. À titre d'exemple, un des indicateurs concernant nos missions est le nombre de bilans de dépistage de la 12e année qu'on peut faire dans les collèges. Par contre, le nombre de consultations, la complexité des consultations et des suivis des élèves, ça n'apparaît pas dans les indicateurs. Donc, il y a vraiment un delta entre les indicateurs qui nous sont posés par l'administration et la réalité du terrain auquel on est exposé et les besoins du terrain. Les techniques qui sont employées aussi, elles visent aussi à une culture du résultat, de la performance. Vous avez pu le constater et c'est de plus en plus prégnant ces dernières années. De plus en plus de labels des établissements pleuvent, pas forcément en lien avec les besoins des établissements, c'est toujours très souvent très descendant. Et tous ces labels sont là pour valoriser l'établissement. On peut aussi faire le parallèle avec les différentes missions de référents qui nous sont de plus en plus proposées et qui sont aussi valorisées financièrement. Dans certaines académies, elles sont aussi valorisées par l'avancement de plus en plus. Et ces techniques et cette politique-là de valorisation à la mission ou au mérite, comme on peut le dire, elle entraîne un esprit de concurrence entre collègues, un esprit de défiance aussi, parce que toutes ces valorisations-là sont opaques. Donc, cette politique et ce nouveau management entraînent une individualisation des carrières. C'est plutôt chacun pour soi et tente à détruire le collectif, en fait. Donc, c'est du coup cette nouvelle politique managériale, elle entraîne et elle peut entraîner pour beaucoup de collègues un stress organisationnel parce qu'on nous demande de plus en plus de missions. Pour nous, elles sont toutes importantes, mais quand on veut le faire savoir et on veut le faire reconnaître, on nous demande de prioriser. Or, on travaille avec des élèves, avec des individus et prioriser nos missions, c'est extrêmement difficile. Ça entraîne du coup ce delta qui peut y avoir entre ce qui nous est demandé et ce qu'on peut réellement faire au quotidien. Ça entraîne une perte de sens, tellement la différence est accrue. Et ça entraîne aussi euh, un stress, une perte de sens et ça peut entraîner donc une souffrance au travail. Dans le nouveau management public, ce que ça entraîne aussi, et on vous fera écouter une vidéo de Paul Devin, ça entraîne aussi un contrôle permanent. Et on peut le constater sur le terrain avec une augmentation de l'autoritarisme qui entraîne de plus en plus de relations complexes, difficiles, voire conflictuelles avec notre hiérarchie et notamment avec les chefs d'établissement, ce qui entraîne aussi du mal-être pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup de collègues. Paul Devin, qui est un des inspecteurs d'éducation nationale, il est secrétaire général du syndicat des inspecteurs d'éducation nationale au sein de la FSU, était intervenu en 2021 dans un webinaire du SNICS FSU. Donc, vous pouvez retrouver sa vidéo complète sur le SNICS, sur le site du SNICS, pardon. Là, on va vous faire écouter une petite partie qui parle de cette notion de contrôle, d'autoritarisme, et il nous rappelle comment c'est important de faire respecter, la réglementation dans le service public. C'est très important, même si on en parlera après, c'est difficile. Et c'est ce qui permet de garantir l'intérêt général. Il nous rappelle aussi comment c'est important de créer du collectif dans nos établissements, dans le milieu syndical, pour pouvoir débattre, échanger et pour pouvoir rester acteur en fait de son travail, de ses missions. Et c'est ce collectif-là de travail, de débat,
qui, dans le respect de la réglementation toujours, qui va nous permettre de parer à la haute-valorisation personnelle ou aux stratégies de carrière qui peuvent être mises en place, surtout dans cette politique actuelle au mérite. Donc, on va vous faire écouter Paul Devin, c'est quelques minutes, si tu veux bien lancer la vidéo. Il parle déjà. Hein. D'accord. Ah, si, il parle sur. Oui, il parle. Ouais, T'as le son sur ton ordi. voilà. Et ton son. De chef. C'est moi qui Non, tu peux pas Comme la nécessité de chef, penser sur un modèle entrepreneurial. Il vient soutenir des conceptions autoritaristes dont l'effet le plus manifeste est la multiplication des conflits hiérarchiques. Or, la conception de l'autorité hiérarchique dans la fonction publique est traditionnellement fondée sur la réglementation et le pouvoir impersonnel, et non pas sur la valorisation du charisme personnel et du leadership individuel. Là encore, c'est pied à pied qu'il nous faut défendre une conception qui veut que le pouvoir hiérarchique dans la fonction publique ne puisse se fonder que sur l'application réglementaire. Redisons-le, et c'est ce qui constitue la différence la plus fondamentale avec le pouvoir d'un chef d'entreprise. Il n'y a aucune légitimité de contrainte hiérarchique dans la fonction publique autre que celle de l'application des lois et des règlements. Il en va, là encore, de la garantie de l'intérêt général. Il importe de distinguer ce qui relève de la proposition, de la préconisation et même d'un légitime jeu d'influence. Il importe de le distinguer du pouvoir hiérarchique. Les dynamiques nécessaires à nos réflexions, nos projets, nos actions, ne peuvent évidemment pas se limiter à une question de conformité réglementaire. Et on peut espérer que le rôle des inspecteurs et des chefs d'établissement soit de contribuer à susciter des ambitions nouvelles, à motiver des actions collectives et à faire évoluer les pratiques. Mais cela ne peut se concevoir que dans l'échange, le débat, la coopération, la construction collective. C'est d'autant plus essentiel que les stratégies qu'une conception personnelle du pouvoir hiérarchique dessine sont loin des rationalités pragmatiques qu'elles promettent. Nous savons combien elles obéissent souvent à une succession de pressions guidées par les intérêts les plus divers, dont parfois ceux des stratégies de carrière ou de la valorisation personnelle. Le débat contradictoire et l'élaboration collective ont des vertus évidentes en la matière. Elles nous protègent, elles s'avèrent régulatrices. Ce devrait être un fondement de la culture de l'encadrement, que de se protéger contre les risques de l'erreur ou contre les tentations de l'intérêt particulier par le travail collectif et la décision démocratique. Et là encore, devoir obéir à des consignes qu'on sait davantage guidées par les représentations personnelles du supérieur hiérarchique que par le bon fonctionnement objectif du service a des conséquences évidentes sur le mal-être au travail. Comment ne pas considérer comme une alerte, comme un signe de dysfonctionnement, que de constater la multiplication des conflits hiérarchiques, leur gravité croissante? Comment ne pas percevoir le risque
qu'à vouloir les résoudre par la mesure disciplinaire ou le renforcement de l'autorité, nous contribuons à un cercle vicieux qui nous éloigne toujours plus de la possibilité de les résoudre et continue à renforcer la souffrance des personnels et à augmenter leur volonté de changer de métier. Tout cela se renforce parfois d'une considération démagogique des desiderata des usagers. Loin de la prise en compte de leurs demandes dans une perspective d'intérêt général et dans le respect égalitaire des besoins exprimés, cette considération démagogique conduit à remettre en cause les agents dans la seule volonté de ne pas faire de vagues. Nombreux sont ceux qui, objets de critiques méprisantes, d'allégations fausses, ne trouvent plus dans leur institution la protection qu'elle leur doit pourtant au titre de ses obligations d'employeur. Entendons-nous bien, il ne s'agit évidemment pas de nier le droit de l'usager du service public à participer à sa régulation, à contribuer à son amélioration qualitative. Mais cela demanderait d'engager des processus démocratiques soigneusement réfléchis pour qu'ils ne puissent se confondre avec la seule expression de desiderata servant des intérêts particuliers. Nous le savons, l'intérêt général ne se confond pas avec la somme des intérêts particuliers. Ouais, C'est bon, vas-y. l'intégralité de cette vidéo, vous pouvez la retrouver, comme Elie vous l'a dit, sur le site du SNIC FSU. Ça avait été, lors d'un des premiers webinaires, il avait parlé de ce new management qui est en réalité très toxique pour nos pratiques. La diapo suivante, voilà. Donc, le nouveau management public a effectivement un impact sur nos conditions de travail en modifiant le sens du travail par tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, la multiplication des indicateurs, la carrière au mérite, le fait que ce soit le quantifiable qui soit priorisé au détriment de la relation ou de la qualité de nos consultations, par l'absence de reconnaissance de notre rôle spécifique, par la surcharge de travail aussi, comme vous nous le témoignez à chaque enquête. Donc, c'est aussi entretenu, tout ça est aussi entretenu par cette politique de nouveau management public. Et cela entraîne aussi donc, des conflits de valeurs qui nécessairement impactent forcément notre santé psychique parce que quand il y a un delta entre le travail prescrit et le travail réel qui est, comme avec les raisons que vous avez exposées, Mathilde, invisible, cela entraîne une désobjectivation du travail, comme nous le dit De Jour, et on ne se reconnaît plus dans le travail qu'on fait, et quand on ne se reconnaît plus et qu'on n'est pas satisfait du travail qu'on fait, ben, l'accumulation fait que ça entraîne du mal-être et ça peut aller jusqu'au burn-out. Donc, les conséquences que vous savez nous faire remonter et nous énumérer, ça va de la perte de sens, la fatigue, le sentiment d'inefficacité, quand on est un peu sur tous les fronts, sur toutes les missions en même temps et tout n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. On peut aussi se sentir impuissant face à la souffrance des élèves et parce qu'on n'a pas les moyens d'agir comme on le voudrait pour pouvoir faire un travail de bonne qualité. Et cela peut amener donc du burn-out de plus en plus présent chez les infirmières de l'éducation nationale. Et ce mal-être présent chez les infirmières entraîne forcément une qualité de service rendu aux élèves moindre. Et ça entraîne aussi, du coup, on rentre dans un cercle vicieux parce que du coup, on n'est pas satisfait du travail qu'on fait et ça entraîne un stress chronique chez les infirmières de l'éducation nationale. Voilà, alors, c'est moi qui vais reprendre sur la transformation de la fonction publique. Alors, en fait, la loi de 2019 sur la loi de transformation de la fonction publique
elle met en musique, si je peux dire, toute la politique illibérale, tout le new management qu'on vient de vous décrire. Cette loi, elle la met complètement en musique avec tous les outils réglementaires qui vont le permettre. Donc, normalement, la loi, déjà, hein, c'est le premier. Et puis, toute la suite de décrets et d'arrêtés hein, qui montrent l'évaluation centrée sur la performance individuelle et un affaiblissement des CAP. Avant cette loi, les commissaires paritaires, il y avait du paritarisme, il y avait de la transparence entre ce que faisait l'administration et l'administration devait rendre des comptes aux élus, notamment lors des CAPA ou lors des comités techniques académiques ou ministériels. Donc maintenant, ça a changé de nom et du coup, il y a vraiment plus de transparence, plus de parité sur des opérations comme les opérations de mouvement ou comme les opérations de promotion. Donc, du coup, ça a un seul but, c'est aussi affaiblir les syndicats, puisque dans notre carrière, les deux moments clés de nos carrières sont quand même l'avancement et tout ce qui est mutation. Donc, maintenant, les CAPA, elles existent toujours. Hein. Elles existent sur de l'individuel, c'est quand vous n'avez pas votre temps partiel, quand vous avez contesté votre entretien professionnel et pour toute la partie disciplinaire. Et ça, on voit bien que de plus en plus, les rectorats ils freinent des cas de fer pour réunir les CAPA. On le voit dans les entretiens professionnels. Chaque fois qu'il y a contestation, le rectorat appelle les agents pour essayer de trouver des solutions à l'amiable. Et moi, je vous le dis, il n'y a pas à l'amiable qui tienne. C'est des choses qu'il faut tenir bon. Il faut faire vivre ces CAPA parce que c'est le seul moment où les organisations syndicales sur un même corps peuvent avoir encore une action sur la carrière des individus et des collègues. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, on voit bien, cette loi, elle a mis en musique tout ce que Elich vous a dit, tout ce que Paul Devin vous l'a dit. Hein, c'est une politique libérale. On met en place ce qui existe dans les entreprises, on le met en place dans la fonction publique, mais on ne le met pas en place à 100%. On prend que ce qu'on a envie. Et bien, ce qu'on a envie, ce n'est pas toujours le mieux possible, c'est le moins 10 ans, et on l'applique à la fonction publique. Et les recours, c'est quelque chose quand même qui est très très important parce que ça va être la seule chose où on va avoir des traces et ça va permettre d'avoir des indicateurs qui vont remonter après au niveau ministère et on pourra agir sur ces indicateurs. Parce que s'il n'y a pas de recours, bah, tout va bien. Ouais. Pas d'indicateur, pas d'information. Voilà, c'est ça. Tout va bien, personne ne se pose de questions et on continue comme c'est lancé. Voilà. Contester un entretien professionnel, contester une décision de refus de temps partiel, contester un refus de formation professionnelle, c'est contester et aller vers la CAPA. C'est que comme ça que nous, on pourra dire que il y a des réels problèmes de management toxique entre les chefs d'établissement et les infirmières ou les autres corps. Mais s'il n'y a pas de saisie de CAP, il y a zéro remontée au niveau ministériel. Donc, c'est ça, ce sont les outils individuels que Ludivine, elle va essayer de vous remontrer tout à l'heure, qu'il faut vraiment, vraiment utiliser. Il faut s'en saisir si on veut faire bouger les choses. Voilà. Donc, cette loi, elle a fragilisé l'ensemble du collectif de travail, puisque en individualisant, elle a gommé une grosse partie du collectif. Et voilà, donc je reviens toujours sur la citation de Paul de Dejour, c'est qui dit « Le travail peut être bon pour la santé ». Et moi, je dirais que le travail doit être bon pour la santé au regard du temps qu'on y passe. Il doit permettre de développer notre identité professionnelle. On doit pouvoir s'épanouir au travail. On doit y aller vraiment de manière, je vais dire, consciente et agréable. Hein, et il faut qu'on sorte de tout ce qui est prescrit, protocolarisé, qui du coup amène in fine à une perte de sens et à se dire que le travail, c'est juste alimentaire. Non, ça doit être au-delà de ça. Et il faut qu'on fasse
qu'on se donne tous les moyens pour que notre profession, elle soit reconnue, valorisée et que les gens, ils y viennent par envie et ils y restent. Et ne pas rester sur ce qu'on pu dire des hommes, disant que oui, les femmes n'ont pas envie d'aller travailler, elles y vont vraiment parce que elles sont obligées pour alimenter la famille, on va dire, pour ramener de l'argent. Mais non, le travail, c'est aussi un moyen d'émancipation, c'est un moyen d'épanouissement personnel. Donc il faut que ça reste ce moyen-là et non pas rester à la maison, faire la femme de ménage, sans critiquer, sans dénigrer les femmes de ménage, mais c'est quand même pas, et sans relation sociale, c'est pas forcément épanouissant. Voilà, donc en fait, pour que le travail rime avec bonne santé, ben voilà tout ce qu'il faudrait qu'on obtienne, et on va l'obtenir individuellement par vos actions en tant que collègue, en tant qu'infirmière, en tant qu'individu. Vos actions, elles vont être d'abord pour vous, mais du coup, on peut faire que ces actions individuelles, le collectif s'en porte, s'en empare, et du coup, on peut faire reporter quelque chose. On peut arriver à créer du collectif. Donc voilà, hein, c'est comment être mieux reconnu par la hiérarchie et par l'ensemble des collègues, comment se sentir utile, comment coopérer, comment créer un collectif de confiance, comment faire exister le vivre ensemble, comment obtenir protection et soutien. Et puis on verra aussi qu'un des enjeux pour pouvoir asseoir sa légitimité dans sa profession, pour pouvoir être bien calé dans ses bottes, c'est aussi la formation. Plus on sera formé, mieux on sera formé, mieux on arrivera à s'imposer. Et la formation est un des leviers pour être dans un travail épanoui. Voilà. C'est indispensable et on ne peut pas, c'est incontournable, la formation. Voilà, normalement, là, il y avait une petite pause de prévue. Donc, si vous êtes d'accord, on embraye parce que sinon, on va être on est déjà beaucoup dans le retard. Donc là, on va être sur 3 registres, sur transformer nos conditions de travail, c'est prendre soin. Donc, moi, je vais vous parler de comment être actrice de l'amélioration de nos conditions de travail de manière individuelle. Elich, elle vous dira un petit peu comment rejoindre le collectif. Après, on aura un grand temps avec Ludivine Debac qui va vous donner des outils individuels pour pour transformer vos conditions de travail et prendre soin de votre santé. Et Safia Guerechi interviendra sur le volet formation en toute fin de matinée. Donc moi, je vais essayer d'aller très très vite pour laisser la place à Ludivine le plus possible. Et moi, je vais vous dire, je vais faire quelque chose qu'on connaît toutes à peu près. C'est dans comment être actrice de nos conditions, dire non et poser des limites. Je crois que c'est indispensable de connaître ses limites et de dire non. De ne jamais dire oui à tout, oui peut-être, de dire non. Et dire non, eh ben, ça passe par un certain nombre c'est une démarche de dire non. Et cette démarche, eh ben, quand je vais vous l'expliquer, vous allez vous rendre compte que peu ou prou, elle se rapproche de notre démarche de soins. D'abord, la première chose, face à toute situation, toute demande, il faut l'analyser. Et il faut savoir que quand la situation, elle vous arrive, elle n'est jamais spontanée. Elle a toujours une histoire, cette situation. Donc, il faut essayer de démêler l'histoire, de savoir comment elle nous arrive, par quel biais et qu'est-ce qu'on attend de nous. Et prendre un minimum de recul sur cette demande. Ne jamais, quand c'est un petit peu compliqué pour nous, de ne jamais réagir à chaud, éviter de se laisser déborder. Et comment on évite de se laisser déborder? Eh ben, c'est d'abord de se poser quelques questions. C'est qui demande? La demande, elle vient d'où? Qui c'est qui nous demande? Et attention, parce que peut-être qu'il y a une personne qui nous demande, mais en fait, cette demande, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est caché. C'est peut-être la CPE, mais en fait, c'est peut-être le chef qui demande parce qu'il ne veut pas vous le demander. Donc, il faut toujours savoir qui vous demande la situation, quel est le statut de ce demandeur. Ben, ce n'est pas la même chose si c'est un parent ou si c'est un chef.
Et puis de voir toutes les relations qu'il peut avoir, que nous, on peut avoir avec cette personne qui demande. Donc ça, c'est la première question, qui demande. La deuxième, pour qui demande-t-il? Quel est le sujet de sa demande? Est-ce que le sujet, il est lui-même demandeur ou pas? Ou il est passif? Ça aussi, c'est hyper important. Et puis ce sujet-là, est-ce qu'il sait qu'il est désigné par ce demandeur? Est-ce qu'il sait qu'il est porteur, lui, de problèmes, hein? Parce que souvent, c'est faut que tu voies un élève, truc, mais que l'élève, il ne sait pas pourquoi. Quelle est la demande? Donc, ça aussi, c'est hyper important, c'est faire énoncer la demande. C'est quelle est la demande? Tu peux être plus précis. Explique-moi, c'est quoi ta demande? Et souvent, quand on explicite ta demande, on se rend compte que derrière la première demande, il y a souvent des demandes cachées. Ben oui, mais il faut que tu vois ça. Et ça, il faut vraiment, vraiment l'identifier pour pouvoir l'analyser au mieux. Et après, c'est comment la demande elle a été faite. C'est pas pareil si c'est un ordre, si c'est une supplique, oh, s'il te plaît, ou si c'est une simple suggestion. Notre réponse, elle sera pas la même. Et faut se méfier hein, de le syndrome de la patate chaude. Hein. Tout le monde l'a pris et puis tout le monde essaye de se la balancer. Puis tiens, c'est bon pour l'infirmière, ça, du coup. Bah, peut-être qu'avant nous, il y avait d'autres personnes qui auraient pu gérer. Donc tout ça, c'est important de savoir. Et puis après, c'est quand est-ce que cette demande elle a été faite? Est-ce que cette demande elle a été faite? Quel est le contexte? Est-ce que c'est une situation exceptionnelle? Est-ce que cette demande elle est récurrente? Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par cette demande? Et puis après, c'est vous. Quel effet elle a sur vous, cette demande? Est-ce qu'elle est embarrassante? Est-ce qu'elle est justifiée? Vous, vos émotions par rapport à cette demande, votre stress, il faut aussi que vous arriviez à l'identifier pour pouvoir pour pouvoir vous protéger. Et puis, est-ce que cette demande, en fin de compte, est-ce qu'elle est vraiment raisonnable? Et après, vous n'êtes jamais seul, même si vous êtes la seule infirmière dans votre établissement scolaire. Enfin, il y en a quelques-unes où ils sont deux, mais c'est rare. Mais à qui vous pourriez faire appel? Parce qu'on travaille, oui, on est peut-être le seul professionnel de santé au sein des établissements, mais on travaille en équipe éducative et pédagogique, et du coup, on peut avoir des alliés. Eh bien, quelles vont être par rapport à cette demande l'aide que je peux obtenir? Quelle orientation je peux obtenir? Et puis des fois, si cette demande, elle est exagérée et puis que vous sentez que ça va vous poser des problèmes, il faut toujours, toujours que vous ayez à l'esprit que le syndicat, il est toujours force de solution. Et il ne faut jamais hésiter à le solliciter. Et après, c'est sur qui vous pouvez vraiment compter par rapport à cette demande. Et alors, ça, il faut identifier vos alliés. Et puis surtout, face à une demande incongrue, embarrassante, qui vous met mal à l'aise et tout, il faut jamais, jamais rester seul. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne jamais rester seul. Allez voir avec un représentant syndical de votre établissement. Si c'est un prof, vous n'avez pas confiance parce que le conflit est avec un autre enseignant. Appelez les secrétaires académiques du SNICS parce qu'elles seront toujours d'abord, elles vous donneront toujours les conseils et elles vous appellent et elles se déplaceront pour vous accompagner. Ça aussi, jamais, jamais rester seul. Après, maintenant qu'on a fait à peu près un certain nombre, on va analyser cette demande. Cette demande-là, est-ce que elle est suffisamment floue? Est-ce que la vision que j'en ai, elle est, c'est pas très net, c'est un peu caché avec tout ce que j'ai cru qu'on analyse? Eh ben, il ne faut pas hésiter à redemander les choses. Si l'analyse, elle dit, oulala, là, c'est pas pour moi, je suis absolument pas compétent pour régler ce problème parce que c'est pas du tout de ma compétence, eh ben, il faut pouvoir le dire. Il faut orienter la personne, il faut l'accompagner et bien sûr, il faut à chaque étape rendre des comptes au demandeur, à la personne qui nous l'a demandé. Et après, je ne peux pas m'en occuper seule, et j'identifie par elle les ressources autour de moi, j'oriente et j'informe. Si la situation elle est claire, j'ai l'expérience, je sais faire, allez hop, j'applique et puis ça roule, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, je rends toujours des comptes, mais quand je rends des comptes avec nos obligations déontologiques, notamment à travers le secret professionnel. Et cette analyse qu'on vient d'en faire,
elle inclut la possibilité de dire non au demandeur. À celui qui nous fait la demande, eh ben, de dire non, ben, ce n'est pas de ma compétence, je ne peux pas faire parce que ça met en conflit mes valeurs ou l'éthique ou la loi. Ce que tu me demandes de faire, eh ben, du coup, c'est rompre le secret professionnel, c'est pas éthique. Et puis en plus, non seulement c'est pas éthique, mais c'est contraire à la loi. Donc je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Donc c'est non, je ne peux pas te répondre. Et il faut savoir que ce non-là, il va pouvoir un non ferme et absolu et définitif. Vous imaginez bien que le demandeur en face, il ne va pas être très satisfait de votre réponse. Donc, l'importance de s'allier sur le non absolu, c'est d'abord d'utiliser les textes. Il y a des textes qui nous protègent. Il y a le code de déontologie, il y a le code de santé publique, il y a le code général de la fonction publique. Il y a un certain nombre de textes qui nous protègent. Donc, il faut les connaître. Si on ne les connaît pas, il faut aller vers les personnes qui les connaissent, qui ont une certaine compétence. Et c'est le minimum. Après, d'aller voir vers d'autres collègues de l'établissement. Peut-être que l'assistante des services sociaux, elle saura peut-être être un allié, vous répondre. Peut-être que c'est le médecin scolaire, peut-être que c'est un autre enseignant. Voilà, faut se trouver, peut-être que c'est la CPE. Il faut se trouver un certain nombre d'alliés pour pouvoir dire non. Et en dernier, c'est les syndicats. Sur un non absolu, vaut mieux être sûr de ses textes, sûr de soi. Et du coup, une validation ou une affirmation par un syndicat, ça peut toujours être mieux. Donc ça, c'était le premier non. C'est non, c'est non. Voilà. Et puis là, contrairement au consentement, là, on va avoir des non relatifs. C'est l'opportunité de la demande. Alors, c'est pas que je ne veux pas faire, c'est que ta demande, elle est peut-être valide, mais là, c'est pas le moment. Il faut un petit peu de temps, pas de cette façon-là, pas tout de suite. Je vais répondre à ta demande, mais peut-être pas comme tu le souhaiterais. Donc ça aussi, il faut l'expliciter. Ou alors, pas tout seul. Donc ça, c'est un non absolu. C'est je ne vais pas répondre pardon, un non relatif. Je ne vais pas répondre à ta demande, mais ta demande, je l'ai bien entendue, elle est légitime. Je vais y apporter une réponse. Mais la réponse, je vais peut-être la différer, demander un petit peu plus de choses, la faire avec l'assistante sociale. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et puis il y a le non-oui, qui est, alors là, moi, je ne peux pas répondre à cette demande, mais je vais l'orienter. Mais la réponse, elle va avoir lieu. Ça va être un oui, mais ça ne va pas être moi qui vais le faire, ça va être une autre personne, le partenaire le plus adapté. Et pourtant, c'est non. On m'a demandé de faire ça, non, je ne vais pas le faire, mais il y aura un oui à la réponse, mais ce n'est pas moi qui vais l'apporter, le oui. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il est important d'évaluer. Et en conclusion, je dirais que dans, dans cette réponse de dire non, il est toujours important d'évaluer toutes les interactions qui vont être possibles et qui vont arriver entre le non et la réponse que la personne elle attend. Donc, il faut bien identifier toutes ces étapes. Et puis, quand on sait que ça risque d'être conflictuel, ce qu'il est important de faire, c'est d'en garder des traces. C'est de faire des rapports ou des petits mails quand on oriente quelqu'un dans oui, là, j'ai bien entendu votre demande, mais je ne suis pas compétent, je vais l'orienter vers la psy-UN, je vais l'orienter vers un autre service. Et c'est d'en rendre compte à la personne qui vous a demandé. Un petit mail, le moins possible. J'ai bien vu, j'ai bien pris acte de votre demande. Je transfère parce que le personnel le plus judicieux me semble être ça. Et à chaque fois le faire. Et conserver tous ces mails parce qu'au moment du conflit, ce petit rapport, ce petit dossier que vous aurez construit, il pourra appuyer votre légitimité dans le non. Parce que si on vous demande de trahir le secret professionnel, vous verrez très peu de chefs d'établissement qui vont vous l'écrire. Entre deux portes, ils vont vous le dire, mais pas, voilà. Et j'en finis. Voilà. Voilà. Et du coup, Ludivine, si tu es en ligne, je vais te laisser partager ton écran. Normalement, tu as les droits et je vais présenter où tu te présentes. Voilà.